Les islamistes, 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 les islamistes, 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 islamisme, les islamistes. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui un travail méthodique, minutieux et pointu de réponse aux nombreuses accusations, diffamations et insultes proférées par Saïd Saadi lors de l'émission du 26 septembre dernier sur le plateau de Berber TV, où il a été interviewé par M. Kamel Tarouiht. Pour information, un droit de réponse a été demandé le 29 septembre à la chaîne par courriel, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous sommes déjà le 21 octobre et nous n'avons reçu aucune réponse. En dépit d'insultes racistes et de mensonges grossiers, l'intervieweur n'a pas estimé nécessaire de s'entourer de précautions oratoires. Bien au contraire, il paraissait totalement émerveillé, séduit par son invité, les yeux qui brillent. Nous espérons réellement que cette chaîne de télévision, qui se dit démocratique, s'imprègne de ses principes et les applique, notamment lorsqu'il s'agit d'un travail journalistique qui repose par essence sur le souci d'apporter la contradiction, sinon cette chaîne risque de ne différer en rien des chaînes télé poubelles du régime algérien actuel, dans lesquelles des journalistes mercenaires officient depuis des dizaines d'années. Si le droit de réponse ne nous est pas donné, une plainte sera déposée, à l'instar des journaux algériens Liberté et Al-Watan, qui ont brillé par leur incompétence et leur complicité à diffuser eux-mêmes les mensonges et les diffamations de Saïd Saadi l'année dernière. Avant de commencer cette œuvre salutaire, il nous semble important de rappeler la vidéo réalisée au sujet de Saïd Saadi, après qu'il m'eut agressé par 2 fois, parce que je voulais tout simplement, lors d'une rencontre fortuite sur la place de la préfecture à Marseille, lui poser 2 ou 3 questions au sujet de son dernier livre, Le miracle algérien. J'avais d'ailleurs déposé plainte contre lui pour diffamation. Il m'avait insulté à 2 reprises, il m'avait cassé la coque du téléphone et m'avait injurié de façon extrêmement grossière, il avait même blasphémé. C'est d'ailleurs ce qui ressemble beaucoup au comportement de ses invités, de ses turiféraires. Donc j'ai déposé plainte contre lui pour diffamation et agression quelques jours plus tard au commissariat du 16e arrondissement de Marseille. La vidéo est très claire et montre Saïd Saadi m'agresser physiquement alors que je me tiens éloigné de lui. Lui-même a déposé une citation directe à mon encontre concernant cette vidéo ainsi que les passages le concernant dans mon livre L'Algérie, de la théorie à la pratique du complot. Une plainte de 70 pages sans queue ni tête et surtout sans argument, aucun argument, ainsi qu'une multitude de mensonges et de diffamations. Nous y reviendrons au cours de cette vidéo. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, assez perturbant. Venons-en maintenant à cette interview de Berber TV. Saïd Saadi est venu présenter son dernier livre, ses mémoires qu'il veut éditer en 4 tomes, rien que ça, dont le premier intitulé La guerre comme berceau relate la période de 1947 à 1967. Un choix de période assez étonnant puisqu'il n'avait que 7 ans au commencement de la guerre de libération de 1954 et moins de 15 ans à la libération de l'Algérie en 1962. On voit mal quelle pourrait être la portée historique du témoignage d'un mineur de moins de 15 ans. Mais bon, pourquoi pas. Il y a tant de choses à dire à propos de Saïd Saadi et de son parcours politique. Tant de contradictions que l'on ne sait par où commencer. Franchement, c'est assez impressionnant. À titre d'exemple, alors que lui et son intervieweur ne cessent de parler de démocratie, on aurait aimé que ce dernier lui posât la question suivante. C'est simple, une question simple. Est-ce démocratique de rester à la tête de son propre parti pendant 23 ans? Bien sûr que non. N'y avait-il pas d'autres cadres compétents et méritants aptes à prendre la tête du RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, c'est le nom de son parti. Cette simple anomalie démontre à quel point Saïd Saadi est éloigné des principes démocratiques de représentativité. On peut même dire qu'à son tour, lui aussi est tombé dans le travers du zaïmisme. Sans lui, point de salut. D'ailleurs, c'est ça qu'on reproche, que je reproche aux partis politiques, et c'est pour ça que je suis totalement contre les partis politiques, que je n'ai adhéré et que je n'appartiens à aucune chapelle, et après la lecture, bien entendu, de Notes sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil, la philosophe. Une autre question aurait pu être posée par M. Kamel Tarouiht. Que faites-vous en France, M. Saïd Saadi, vous et vos enfants, du moins du second mariage, alors que vous aspirez à un destin national présidentiel en Algérie? Comment est-ce possible de se présenter à l'élection présidentielle de 2004 pendant qu'il prépare l'installation de sa deuxième famille en France? C'est quand même spectaculaire. À ce jour, lui-même et son épouse, ses 3 enfants, résident en France et en Suisse. Que dirait-on d'un candidat à la présidentielle française
qui vivrait avec ses enfants à New York ou Berlin ou à Tokyo depuis 15 ans. Pourtant, de nombreux hommes politiques et présidents de partis sont en Algérie et combattent le système corrompu sur place en prenant le risque d'aller en prison, comme ce fut le cas par exemple pour M. Karim Tabou. Assurément, M. Saïd Saadi n'est rien d'autre qu'un touriste politique. Il lui manque juste l'appareil photo en bandoulière. C'est un touriste politique donneur de leçons. C'est insupportable en réalité. Il est tellement déconnecté de la réalité algérienne qu'il n'a jamais participé à un seul hirak à Marseille, alors qu'il n'habite pas loin du Vieux-Port. Il est sur la place, pas loin de la place Castellane. Donc il a 2 stations de métro, il aurait pu descendre à pied. Comment est-ce possible? En réalité, Saïd Saadi confirme qu'il est une création médiatique des services de renseignement algériens. Il a d'ailleurs dû quitter l'Algérie en catastrophe au mois d'avril dernier pour ne plus y mettre les pieds dès la chute du clan Bouteflika et de son mentor, le général Mohamed Mediane dit Toufiq Rabd Zahir, le criminel. Il a d'ailleurs été humilié en ayant été éjecté du Hirak de Bdjaïa, en Kabylie, en petite Kabylie, en avril 2019, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour information, en 2004, ça, il faut le savoir, il totalisera moins de 200 000 voix lors de la présidentielle. Rien, c'est rien. En d'autres termes, Saïd Saadi, malgré une omniprésence médiatique, ne représente pas grand-chose en Algérie et il le sait. Même en Kabylie, il ne pèse rien, c'est un fait. Il suffit de lire les commentaires moqueurs extrêmement nombreux sur sa propre page Facebook pour comprendre à quel point Saïd Saadi est un homme politique détesté en Algérie. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, Saïd Saadi, aujourd'hui, n'est plus qu'un homme politique virtuel qui n'existe que par sa page Facebook. Revenons sur la forme que prendra cette interview. L'interview de Berber TV, j'entends. Saïd Saadi va exceller dans le complotisme, totalement assumé, hein, puisque selon lui, tout le monde manigance pour le faire tomber. Il osera même dire que les services de renseignement algériens, ainsi que les islamistes, hein, les ennemis héréditaires, quoi, leurs pires ennemis, c'est pas, enfin, ils s'entretuent, du moins c'était l'histoire que l'on nous a racontée ces 30 dernières années. Donc ils se sont ligués contre lui. Pourtant, ces 2 clans sont censés être des ennemis mortels. Bon, c'est à les comprendre. Curieusement, ça ne le dérange pas du tout, puisqu'il va plonger les 2 pieds joints dans cette stratégie de la victimisation et de la pleurniche, qui a certes très bien marché depuis le début de sa carrière politique, mais qui malheureusement pour lui ne fonctionne plus aujourd'hui, car le peuple est beaucoup plus instruit et les réseaux sociaux sont là pour démonter à chaque fois ses mensonges et lui ressortir ses déclarations, ses écrits, etc. Dans la confusion des genres qui démontre l'absurdité des propos de Saïd Saadi et de ses turiféraires, on peut trouver l'accusation d'appartenance à l'islamo-ba'athisme, concept politique qui n'a jamais existé et qui est d'ailleurs un oxymore d'une rare violence, d'une rare bêtise, d'une rare sottise, étant donné que le ba'athisme est à des années-lumière de l'islam. Ayant été fondé par Michel Aflaq, qui n'est même pas musulman, c'est son ennemi historique. Il n'y a pas plus islamophobe que le ba'athisme. Cette accusation est d'ailleurs comique, puisque c'est bien Saïd Saadi qui s'est rendu aux funérailles de Hafez al-Assad avec son ami Bouteflika. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, étant donné la volonté hégémonique panarabiste, morbide, qui a fait beaucoup de mal en Algérie d'ailleurs, du ba'athisme, qui est censé être le pire ennemi de l'identitaire kabyle Saïd Saadi. Mais à vrai dire, on n'en est pas à une contradiction près, et vous allez voir la suite. L'autre stratégie de Saïd Saadi sera de dénigrer son adversaire. Toute personne qui contredit son action politique ne peut être qu'un islamiste, sanguinaire, violeur de femmes, égorgeur d'enfants, mangeur de cadavres. On dirait un disque rayé en fait, il a bugué. C'est aussi simple que ça, mais d'une rare stupidité, tant il croit que ça fonctionne encore. Enfin, il faut faire une mise à jour, hein, quand le système bug régulièrement, c'est la preuve, c'est qu'il faut faire une mise à jour. Il osera même parler de jalousie, ça c'est des arguments de rappeur, hein, comme source de ses ennuis, puisqu'il a passé une grosse partie du début de l'interview de Berber TV à expliquer le fonctionnement de la société kabyle et la place de la jalousie chez la femme kabyle lorsqu'elle donne naissance à son premier enfant. Déjà, au niveau de l'égalité homme-femme, c'est pas très classe. C'est de la psychologie de comptoir, on peut le dire, pour un psychiatre c'est quand même assez grave, qui n'avait pour objectif que de faire comprendre à ses auditeurs kabyles que si des Kabyles le critiquent, c'est uniquement par un atavisme tenace, reproduisant selon lui les caractères propres aux Kabyles, à savoir une jalousie quasi morbide transmise par sa mère. Pourtant, le proverbe démontre exactement l'inverse, c'est-à-dire je déteste mon frère,
mais je serai toujours contre celui qui va le frapper. C'est un proverbe tribal qui est d'ailleurs dangereux parce que, quel que soit X, quand on est civilisé, on aime son frère, mais quand son frère fait une erreur, on ne le suit pas sur cette erreur. C'est la moindre des choses, sinon on sort de la civilisation. Mais ce qui est impressionnant, c'est le nombre incalculable d'approximations et d'erreurs factuelles lourdes de sens, comme par exemple, c'est factuel, là on va être vraiment, on va reprendre ces mots, c'est assez choquant. Cette erreur sur la date d'arrestation d'Aït Ahmed en 64 et non pas en 63 comme il l'avait affirmé chez Berber TV. C'est assez gênant lorsque l'on se présente comme un historien qui veut écrire ses mémoires de guerre. Ensuite, ce sera Trotsky qui, selon la version Saïd Saadi, à la minute 41, a été assassiné par Staline à Moscou au début des années 30. Alors que tout individu intéressé par l'histoire sait que Trotsky a été assassiné d'un coup de piolet à l'arrière du crâne à Mexico en 1940. 10 ans de décalage, deux continents, un continent de décalage avec un océan au milieu, ça fait beaucoup quand même pour un historien. On a l'impression qu'il a pris l'habitude de dire un peu n'importe quoi, comme ça, sans jamais être corrigé, et ça passe tranquille comme on dit à Marseille. C'est la même chose lorsqu'il affirme que ses adversaires refusent systématiquement de débattre avec lui, alors que les dirigeants du mouvement Rachad, que ce soit Mohamed Larbizitout ou Mourad Dhina, lui ont proposé à plusieurs reprises de débattre. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les vidéos, vous pouvez le constater par vous-même, c'est un mensonge. Encore une fois, un mensonge éhonté. Une énième approximation sera répétée par Saïd Saadi, elle concerne la date du procès qu'il m'a intenté à Marseille. Il n'a de cesse de répéter que celui-ci se tiendra le 11 décembre 2020, alors que cette date correspond à une audience de fixation et que le procès se tiendra, comme l'avait expliqué la présidente du tribunal, devant tout le monde, le 22 septembre dernier, courant 2021. Il va récidiver en affirmant que M. Hicham Aboud n'avait pas payé une amende suite à sa condamnation judiciaire en Algérie, alors que techniquement et judiciairement, il n'avait pas à le faire pour la bonne et simple raison que le jugement ne lui avait pas été signifié et qu'il avait été jugé par contumace. Il enchaîne les mensonges à une vitesse assez effrayante. D'ailleurs, pour revenir au mouvement Rachad, Saïd Saadi a multiplié les accusations dont celles de financement étranger via le Qatar ou la Turquie, sans jamais apporter le moindre début de preuve, se complaisant dans un monologue de caniveau, de discussion de comptoir en fait. Ce genre d'accusation nécessite des faits étayés, des preuves concrètes. C'est la raison pour laquelle j'estime que le mouvement Rachad devrait engager instamment une procédure judiciaire à l'effet d'obliger cet accusateur léger à apporter ses preuves ou à reconnaître qu'il n'est qu'un vil diffamateur. Là, on ne s'amuse plus. Sinon, on va croire qu'il dit vrai, si le mouvement Rachad ne contre-attaque pas. Contrairement à Rachad qui accorde encore à Saïd Saadi un certain crédit en acceptant de débattre avec lui, telle n'est pas ma position, qui rejoint plutôt celle du Hirak qu'il a exclu à Bdjaïa. On ne peut débattre avec celui qui a trahi Hussein Aït Ahmed et les cadres historiques de son propre parti, tout en s'acoquinant avec les généraux éradicateurs criminels. On ne peut débattre avec celui qui s'est trompé de société, de société algérienne, et qui a fui l'Algérie après avoir été chassé du Hirak le 5 avril 2019. Autant débattre directement avec les généraux, on gagnerait un temps précieux, d'autant que Saïd Saadi nous a fait perdre 20 ans. Ça suffit maintenant. Rappelons que suite à l'agression de son ex-compagnon de lutte Farhat Mehani, Saïd Saadi, le patron, le président du MAK, Mouvement d'autonomie de la Kabylie, Saïd Saadi a posté un message sur sa page Facebook le 9 septembre à 16h16, qui s'affiche à l'écran, dans lequel il lui a apporté son total soutien. Du coup, on se demande pourquoi il ne condamne pas le président du mouvement autonomiste kabyle, Farhat Mehani, qui perçoit du Marzen marocain 250 000 euros par mois, selon le témoignage d'un ex-responsable du MAK, Idir Djouder, que vous pourrez retrouver dans ma vidéo concernant le McDonald's que vous voyez affiché à l'écran. Il y a le passage de l'interview d'Idir Djouder à la radio qui était public, qui a disparu du net, heureusement qu'on l'avait sauvegardé. L'argent de Tel Aviv venant du Marzen est-il plus licite que l'argent du Qatar ou de la Turquie? La question mérite d'être posée. Me concernant, toute activité politique financée par un État étranger est considérée comme une trahison, comme de la subversion et de l'intelligence avec l'ennemi. Cette attitude inflexible s'applique autant pour le mouvement Rachad que pour le MAK ou tout autre parti politique, sauf qu'il faut apporter des preuves concrètes. On reviendra sur le cas Farhat Mehani et ses rapports conflictuels graves avec Saïd Saadi plus tard, puisqu'il sera question de son dernier livre de 2015, Noël en otage. Et vous allez voir, ça manque pas de piquant. Les mensonges vont aussi pleuvoir sur sa page Facebook, parce que là il se lâche sur Facebook, Saïd Saadi. Par exemple, lorsqu'il affirme qu'il a toujours été favorable à ce que les avoirs de chacun soient portés à la connaissance des citoyens.
En réalité, il a fallu attendre 2020 pour qu'il daigne donner un début d'explication, malheureusement incomplet. Malgré les accusations de Nordin Ait Hamouda et du procès intenté à Paris, Saïd Saadi n'a pas estimé, même s'il l'a gagné d'ailleurs, hein, mais on ne sait pas sur quels critères il l'a gagné. Saïd Saadi n'a pas estimé nécessaire de mettre fin aux rumeurs sur sa luxueuse villa d'El Biar, dotée d'une piscine de 10 WC. D'ailleurs, je demande à Saïd Saadi de mettre à disposition du public le jugement, pour que l'on sache, on peut gagner un procès par vice de procédure et pas sur le fond. On peut gagner le procès pour, surtout en diffamation à la 17e chambre, tout simplement parce qu'on a dépassé les limites de 3 mois. Hein, c'est-à-dire qu'il y a prescription. Donc, il nous faut le texte du jugement pour comprendre les motivations du jugement. Donc, il a fallu que je réalise personnellement plusieurs vidéos visualisées plusieurs centaines de milliers de fois, hein, que je publie un livre, ainsi que la dernière vidéo face au tribunal judiciaire de Marseille le 22 septembre dernier, postée sur la chaîne YouTube de M. Hicham Aboud, pour que Saïd Saadi réagisse. En fait, il était dos au mur, coincé, perdant toute crédibilité, il était donc obligé de le faire. Certainement pas de gaieté de cœur. Les commentaires de Facebook ne parlent d'ailleurs que de ça, et il le sait, il était obligé de réagir. D'ailleurs, dans son accusation de complot, il me semble utile et important de préciser que je n'ai jamais été en contact de toute ma vie avant cette histoire, ni avec Nordin Ait Hamouda, d'ailleurs même aujourd'hui, hein, ni avec Hicham Aboud, jamais. Je connaissais de très loin M. Hicham Aboud, et je suivais ses vidéos à partir du Hirak, ni avec le mouvement Rachad, pareil, je le connaissais de très loin. Et j'ai jamais appartenu à ces mouvements, jamais rien, jamais, ni de près, ni de loin. Revenons-en au mensonge de M. Saïd Saadi dans sa citation directe. Il affirme avoir été un des fondateurs de la section algérienne d'Amnesty International. Pourtant, et laquelle ne fut ma surprise, franchement, dans un article de Libération écrit par Madame José Garçon, journaliste chevronnée de la question algérienne, elle connaît par cœur, nous apprenons que lors du procès contre un journaliste du Monde en 1998, les avocats du journaliste M. Tuqua, qui avait écrit un article contre Saïd Saadi, avait démenti cette affirmation en faisant valoir un communiqué d'Amnesty International à la barre, au tribunal, qui affirmait l'inverse et demandait à Saïd Saadi de ne plus faire mention de cette qualité, comme vous le voyez à l'écran. Ceci ne l'a pas empêché de récidiver en 2020 dans sa nouvelle plainte contre moi, dans la citation directe, comme si un mensonge aussi grossier allait passer inaperçu. Il a décidément le mensonge facile. Pour info, Saïd Saadi avait perdu son procès à la 17e chambre de Paris contre ce journaliste du Monde qui a accusé le RCD d'accointance avec la junte, ce que Saïd Saadi omet de dire bien entendu. Mais là où ça devient comique, c'est lorsqu'il essaiera de s'expliquer concernant les photographies que nous avons affichées depuis maintenant des mois et surtout lors de la vidéo devant le tribunal judiciaire de Marseille et que nous avons diffusée sur le net un peu partout. Il s'agit de sa photographie avec le représentant du fils Ali Jdi, le bureau politique, celle où on le voit tabler avec les criminels Khaled Nzar et Ali Haroun, celle en compagnie du risible Botul, Bernard-Henri Lévy, enfin la photographie d'un journal algérien qui avait titré une interview de Saïd Saadi, Bouteflika est mon ami. Il faut le voir pour le croire. Concernant l'ex-membre de la direction du FIS, rencontré au congrès de Mazafran, Saïd Saadi explique qu'il ne savait pas qui il était et qu'il avait pris une photo tout sourire en se tapant la bise, hein, normal. On était donc censé croire une telle explication. Comment peut-il ignorer le visage familier d'un des membres du parti qu'il déteste le plus et qui représente cependant plus de la moitié des suffrages des Algériens? Pourquoi, de notre côté, sommes-nous censés connaître le visage de Saïd Saadi alors qu'il ne représente même pas 200 000 voix en Algérie? D'où il sort cette logique? Bref, ça ne tient pas la route. Pas du tout. D'autant que la barbe de Ali Jdi aurait dû, à elle seule, l'aider à identifier ou tout au moins à éveiller un doute. Ouais, peut-être que c'est un islamiste, peut-être. Concernant la photographie aux côtés du boucher d'Alger, le général Khaled Nzar et Ali Haroun, Saïd Saadi explique qu'il s'est retrouvé à l'hôtel Hilton en 2010 pour le 20e anniversaire du journal Al-Khabar, journal arabophone. Une réception qui rassemblait entre 500 et 600 invités, qu'il venait d'arriver et qu'il s'était attablé là par hasard. Mesquine. Il y avait des centaines de journalistes et pourtant Saïd Saadi a préféré s'asseoir à la seule et unique table d'un militaire sanguinaire aujourd'hui en fuite en Espagne après avoir pillé l'argent public algérien. Avec son fils d'ailleurs. On se demande bien ce que pouvait faire Saïd Saadi à cette réception de la presse poubelle qui de surcroît est arabophone, langue exécrée par le psychiatre le plus riche d'Algérie. Ce n'est pas de moi. On sait aujourd'hui, après le scandale de l'ANEP ou Agence nationale d'édition et de publicité, régie publicitaire donc publique, que cette dernière a dilapidé 150 milliards de dinars nouveaux
afin de financer les torchons d'un grand nombre de journalistes mercenaires laquais du pouvoir. Comme par hasard, ce journal a failli être acheté par Saad Rabrab, un des grands financiers du RCD de Saïd Saadi, et qui avait embauché d'ailleurs son fils Mziane il y a quelques années avec un salaire confortable. Cette photographie avec Khaled Nzar nous rappelle les propos tenus par l'ex-président du FFS Hossein Aït Ahmed face à ce général sanguinaire lors du procès de la sale guerre de Habib Souaïdia. Procès qu'il avait d'ailleurs perdu à la 17e chambre de Paris. Khaled Nzar, Hossein Aït Ahmed lui avait dit « Entre toi et moi, il y a un fleuve de sang. » Entre Khaled Nzar et Saïd Saadi, il y avait juste un autre criminel, un autre traître de l'Algérie, Ali Haroun, la potiche, qui avait fait revenir de son exil politique Sid Tayyib el-Watani pour le livrer à des assassins. Le terme potiche n'est pas de moi, encore une fois, il est de son ami Jacques Verhues, qui avait dit que Ali Haroun avait servi de potiche aux généraux éradicateurs sanguinaires pendant la décennie noire. Faut-il rappeler à nos auditeurs que le général Nzar est accusé, y compris par son propre fils Sofiane, resté en Algérie, d'avoir assassiné sa femme devant ses propres enfants, de 2 balles. À l'arrivée des forces de l'ordre, il avait prétexté une erreur de manipulation de son arme, puis il changera de version en expliquant qu'elle faisait partie d'un groupe terroriste. Comme Saïd Saadi, dès qu'il y a un adversaire, voilà, si sa femme elle lui a fait un couscous et lui il voulait manger une pizza, il la bute, il dit « Oh, c'est une islamiste ». Rappelons que le 5 octobre 1988, d'importantes manifestations populaires contre le parti unique du FLN ont été violemment réprimées par l'armée, causant plus de 500 morts. Le fameux 5 octobre. Un témoin militaire de l'époque affirme avoir entendu Khaled Nzar donner l'ordre à des tankistes de tirer à l'arme lourde sur la foule. C'est un taré, il est fou, il est complètement... Il est fini, il est fou, Khaled Nzar. Mais ça va, Saïd Saadi trouve qu'il est bien. Il est également impliqué, le Nzar, dans de nombreuses affaires de torture, et bien entendu, avec l'histoire de M. Boukazouha en Suisse, les plaintes... il lui a kidnappé son fils, il a emprisonné son fils de 15 ans, l'histoire de Nasser el-Djinn, etc. Bref. Il est impliqué dans l'assassinat, bien sûr, de l'ex-président Mohamed Boudiaf, de l'ex-chef du gouvernement Qasdi Merbah, etc., etc. C'est un sanguinaire. Je vous invite à lire le texte publié par M. Rabah Boussetta, ex-cadre du RCD très proche de Saïd Saadi pendant plus d'une décennie. Texte incendiaire dans lequel il décrit ironiquement Saïd Saadi comme le psychiatre le plus riche d'Algérie. Selon M. Boussetta Rabah, ce texte était prévu d'être publié sur le site Algérie patriotique, tenu par le fils de Khaled Nzar. Le père de ce dernier l'a appelé pour interdire cette publication, qui sera in fine publiée sur le site des dernières infos d'Algérie. Voilà comment on s'entraide entre complices de la décennie noire. On apprend également dans cet article que M. Boussetta était choqué par l'ingratitude de Saïd Saadi envers l'armée qui lui avait collecté les 75 000 parrainages exigés par la loi pour valider donc la candidature aux élections présidentielles de 1995 et de 2004. Très graves accusations qui nécessitent une réponse rapide et détaillée. Concernant la photo avec le philosophe le plus stupide de France, Bernard-Henri Lévy, Saïd Saadi usera d'un sophisme grossier, celui de l'homme de paille. Il nous accusera d'avoir affirmé que la photo avait été prise au dîner du CRIF. On reconnaît pourtant facilement, en arrière-plan, les immeubles de la Croisette de Cannes, puisqu'il s'agit de la montée des marches, à l'occasion du Festival de Cannes, de la présentation du documentaire de Daniel Lecomte. D'ailleurs, qu'il présente comme un témoin dans la citation directe. Mais bon. La main d'un BHL en pleine conversation téléphonique, posée familièrement sur l'épaule droite de Saïd Saadi, traduit à elle seule la grande proximité de ces deux personnages. Cette proximité avec le lobbysionniste démontre encore une fois à quel point Saïd Saadi n'a absolument rien d'un Algérien patriote sincère. Rappelons que Bernard-Henri Lévy est l'homme le plus entarté de France. Il est la risée de tous depuis qu'il a pris dans son ouvrage de la guerre en philosophie le pastiche d'un célèbre caricaturiste du Canard enchaîné pour un véritable philosophe, le désormais célèbre Jean-Baptiste Botul. C'est une histoire qui rend malade Bernard-Henri Lévy tellement il a été humilié. Bref, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ajoutons que Saïd Saadi a toujours été très proche de l'équipe de Bernard-Henri Lévy, surtout pendant la décennie noire, et que ce dernier l'avait soutenu dans la campagne de propagande contre le Kituki. En effet, il ne fallait surtout pas dénoncer les exactions de l'armée et l'infiltration des groupes islamistes par les services de renseignement. Bien entendu, pour Saïd Saadi, l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, a été commis par un islamiste. Idem pour Qasdi Merbah, les moines trappistes de Tibrin, la prise en otage du couple Thévenot du consulat français d'Alger, la prise d'otage de la 320 du 24 décembre 1994, etc., etc. Enfin,
Concernant le célèbre article titré Bouteflika est mon ami, Saïd Saadi nous explique que c'est totalement mensonger et que le journaliste l'avait manipulé. En réalité, il était question des assises ou des congrès du RCD à Zeralda. Après avoir eu un long entretien avec l'ex-cadre du RCD, M. Rabah Bousta, ancien bras droit de l'ex-président du RCD pendant plus de 10 ans, ce dernier confirme que Saïd Saadi faisait la promotion sur l'estrade de sa nouvelle amitié avec Bouteflika et préparait l'opinion des militants à l'entrée au gouvernement, Ben Bitour ou Ben Fliss, des délinquants, Amara Bouniounous et Khalida Toumi comme ministres, qui sont actuellement d'ailleurs en prison. D'ailleurs, selon M. Bousta, les témoins étaient nombreux, c'était des centaines de personnes, ce qui explique qu'ils ne pouvaient pas déposer plainte contre le journaliste pour diffamation ou quoi que ce soit. En somme, tout est faux selon Saïd Saadi. Il n'y est pour rien, se plaît-il à répéter, sauf qu'il n'a jamais déposé de plainte pour diffamation et qu'il n'a jamais renié toutes ses proximités, ni publiquement, voilà, il n'a rien fait. Vous conviendrez que tout ceci n'est pas très sérieux pour un homme politique comme lui, familier des arcanes de la politique et des conséquences de tels agissements. On peut ajouter un autre mensonge de Saïd Saadi concernant Boumediene. Pourtant, Dieu sait que je n'aime pas Boumediene, que ceci soit clair. Il a gagné le pouvoir en Algérie avec un coup d'État, ça se discute même pas. Il s'agit d'un discours concernant les Kabyles. C'est un montage sur YouTube qui est totalement orienté. Il les aurait traités de traîtres, de séparatistes, etc. Il suffit de lire le texte original du meeting, qui est disponible en arabe d'ailleurs, qui vient d'être publié, pour comprendre que c'est exactement l'inverse qui a été dit ce jour-là. Au contraire, il était venu soutenir les Kabyles et leur dire que, en fait, je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo de Saïd Saadi, par rapport d'ailleurs au travail de Qasdi Merbah dans le renseignement intérieur, dans le renseignement à l'ASN, la sécurité militaire, la France utilisait certains Kabyles pour créer le désordre, depuis qu'elle l'a fait d'ailleurs en 1830, avec l'école d'anthropologie de Paris, les Topinard, les Paul Broca, etc., pour faire croire qu'il y a... C'est exactement la technique qu'utilisent aujourd'hui les militaires. Ils ont repris la technique de la colonisation de 1830. Donc, et c'est faux, c'est totalement faux. Enfin, bref, les sécurités militaires essayaient de contrer les activités subversives de la France en Algérie à l'époque. Au sortir de l'indépendance, c'était le chaos en Algérie, il faut le rappeler. Une autre anecdote nous a été racontée par M. Rabah Bousta concernant leur visite avec Saïd Saadi à l'ambassade des États-Unis à Alger, rendant visite à l'époque à M. Robert Ford. M. Rabah Bousta affirme que Saïd Saadi avait tenu des propos très élogieux à l'ambassadeur concernant le général et criminel Mohamed Medienne dit Toufiq, le grand patron de la police politique du DRS, je le répète. Que ce dernier était le seul à même de diriger l'Algérie, de la sauver du chaos, de Bouteflika, de la corruption, etc. Pour confirmer cette information, il suffit d'aller lire les fuites de Wikileaks, une fuite qui fait état de cette rencontre, de la bouche même de Robert Ford, comme vous pouvez le constater à l'écran, et dans lequel il écrit que Saïd Saadi venait lui parler d'une de ses dernières rencontres avec Toufiq, avec Mohamed Medienne. Voici la grande différence entre les discussions de comptoir de Saïd Saadi, qui balance des accusations graves sans jamais donner la preuve de quoi que ce soit, avec notre travail de recherche et d'enquête qui va à la rencontre de témoins clés de l'histoire, avec des documents officiels. Donc il y a une rencontre, on a un témoin de cette rencontre qui était son bras droit, et aussi on a une source qui vient de la partie d'en face, c'est-à-dire l'ambassadeur. Ça, c'est du travail de journaliste, c'est du travail de chercheur, c'est du travail pointu. Saïd Saadi, le racialiste identitaire. Là, maintenant, on va aller entrer dans un sujet qui est quand même assez grave. Surtout en Algérie aujourd'hui, Maintenant que toute cette question a été réglée, Saïd Saadi revient jeter de l'huile sur le feu. Il est aisé de démontrer que Saïd Saadi est un racialiste identitaire qui a d'ailleurs construit toute sa carrière politique autour de cette identité exacerbée. Il suffit d'ailleurs de constater la présence du mot « culture » dans l'intitulé de son parti politique. C'est certainement le seul parti au monde à le faire, car en général, on préfère accoler au nom des partis des concepts beaucoup plus importants, beaucoup plus rassembleurs. La culture n'est ni un système ni un objectif politique, c'est ce que produit une société donnée. Pour les besoins du raisonnement, la liberté, c'est beaucoup plus important que la culture. Pourquoi? Parce qu'un peuple libre va produire une très belle culture. L'inverse, est juste aussi. Un peuple opprimé comme en Algérie ne produira pas grand-chose. Pour les besoins du raisonnement et pour mieux me faire comprendre, c'est comme s'il avait nommé son parti le Rassemblement pour la santé et la démocratie, ou le Rassemblement pour le transport public et la démocratie. Ça n'a pas de sens.
absolument aucun sens, si ce n'est vouloir capitaliser sur l'identité kabyle, et tout le monde le sait. D'ailleurs, plusieurs personnalités politiques algériennes lui ont reproché le fait que son état-major soit exclusivement formé de Kabyles, alors qu'il se présentait comme un parti politique à vocation nationale. C'est le reproche que lui fait Farhad Mani, en se moquant de lui, on lui disait « rejoins-nous en tant qu'autonomiste ». Dans l'émission de Berber TV, Saïd Saadi affirmera en kabyle que j'ai été manipulé par un arabe qui m'a envoyé, moi le kabyle, aboyer contre lui, Sigilef. Il a utilisé le terme. C'est une traduction littérale. Hein. En d'autres termes, alors que cette rencontre sur la place de la préfecture de Marseille était totalement fortuite, Saïd Saadi ne peut s'empêcher de faire rentrer de cette histoire, dans cette anecdote, une problématique ethnique, comme c'est mettre les militaires corrompus de la junte. C'est d'ailleurs cocasse d'entendre Saïd Saadi utiliser le terme aboyer, lui qui est connu en Algérie sous le doux nom de Ouchaï, que lui a éternellement légué le très célèbre chanteur kabyle Lounes Matoub. Allah yarhamou. Ce terme veut dire chien bâtard, coyote, tout ce que vous voulez. J'ai du mal à trouver la traduction exacte, mais c'est à peu près ça. C'est très insultant en fait de la part de Lounes Matoub. Il a été utilisé par le chanteur lors d'un concert célèbre en Kabylie devant des dizaines de milliers de personnes, comme vous pouvez le constater à l'écran. Faut-il rappeler que Matoub connaissait très bien Saïd Saadi, puisqu'ils avaient milité ensemble dans les différentes mouvances culturelles berbères. On peut d'ailleurs trouver, alors là c'est assez extraordinaire, sur la pochette du dernier album de Matoub, de juin 98, juste avant sa mort, en haut à gauche, la caricature de Saïd Saadi entre Chedli et un général qui lui caresse les cheveux avec la main. De l'autre côté à droite, en haut à droite, vous avez les islamistes. En bas, je crois qu'il y a Fleg. Et au milieu, il y a le visage de Matoub. La photographie de Matoub. Tout est dit, tout est résumé. Voilà, en lui caressant la tête comme ça, en gentil petit toutou du système. Saïd Saadi n'a cessé et ne cesse d'exploiter son seul fonds de commerce, la mazirité et Tamazirt. Alors moi, pour vous donner mon avis, hein, la culture, l'identité, c'est comme la culture. Moins on en a, plus on l'étale en fait. Voilà, donc c'est comme d'ailleurs, c'est comme tout le reste. Moins on a quelque chose, plus on en fait des tonnes pour faire comprendre aux autres que, voilà, que nous sommes les représentants, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'empêche que lors du Printemps Noir, qui a débuté le 18 avril 2001 avec l'assassinat de Messinissa Gramah Allah yarhamou, et qui s'est soldé par la liquidation physique de 123 Kabyles, sans compter les blessés, Saïd Saadi n'a pas eu la réaction attendue de lui en tant que chef d'un parti de l'opposition. Il essaiera de se sortir d'affaire en expliquant qu'il a fait démissionner ses ministres du gouvernement, mais est-ce suffisant, eu égard à l'extrême gravité des faits qui s'apparentent à un crime contre l'humanité, un massacre de civils? C'est complètement fou. D'ailleurs, ces ministres, ils ont même quitté l'RCD, ils n'ont même pas quitté le gouvernement. C'est lamentable, lamentable. La carrière de politicien de Saïd Saadi est juste lamentable. Saïd Saadi qui reproche à M. Dhina de ne pas dire Ezoul alors qu'il décrivait le maudit Bouteflika comme étant son ami, après les propos extrêmement violents et insultants que ce criminel de Boutef a tenu envers la langue amazigh dans un célèbre meeting à Tizi Ouzou qui avait choqué tout le monde. En marche sur la tête. Je vous laisse voir cet extrait. Il n'y a plus de capot amazigh et je suis venu ici crever votre ballon de baudruche. Si, je dis bien si, la majorité devait devenir langue nationale, elle ne serait jamais officielle. Elle ne serait jamais officielle. Je tiens à le dire, mais si elle devait devenir langue nationale, c'est par voie référendaire que tout le peuple algérien qui doit se prononcer. Oui, monsieur. Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis. C'est tant pis. Si vous êtes venu faire du grabuge, je suis capable de faire autant de grabuge que vous, autant de grabuge que vous, autant de grabuge que vous. D'ailleurs, ce Ezoul est très récent, je ne l'ai jamais rencontré dans toute mon enfance. On disait plus Aslamanouan, Al-Khair Flawan. Bref, j'imagine que tout dépend de la zone géographique, mais une chose est certaine, c'est pas obligatoire hein, pour être kabyle. Le donneur de leçons ridicule. Venons-en maintenant à une contradiction très lourde de Saïd Saadi qui va lui faire très mal et lui faire perdre le peu de crédibilité qui lui reste, s'il lui reste un tant soit peu de crédibilité. Effectivement, encore une fois, lors de cette interview sur Berber TV, Saïd Saadi, avec l'arrogance et la suffisance qu'il caractérise, va expliquer qu'il est pour une égalité stricte entre les hommes et les femmes en Algérie. Vous voyez, justement c'est ça, plus on en fait des tonnes, plus il y a quelque chose à cacher, vous allez voir.
C'est d'ailleurs un des chevaux de bataille, de ces chevaux de bataille, puisqu'il ne rate jamais l'occasion de parler de la nécessité de changer le code de la famille en Algérie. C'est son droit, il n'y a pas de souci. Bien entendu, ceci pour attaquer encore et toujours l'islam et les musulmans. C'est pas grave, c'est son droit encore une fois. Sauf que toutes ces histoires récentes ont poussé Saïd Saadi à commettre l'irréparable. Et à force de publier à tort et à travers des articles pour se défendre sur sa page Facebook, il a montré son vrai visage. La première réponse se fera le 27 septembre intitulée Capitaine Aboud et la seconde le 30 septembre intitulée Capitaine Aboud, étalant de la collusion islamo-militaire. Au relent complotiste évident, islamo-militaire. Et c'est fatigant. Après la vidéo que nous avions postée devant la façade du tribunal judiciaire de Marseille le 22 septembre dernier, M. Hicham Aboud l'a reprise sur sa chaîne YouTube. Immédiatement, Saïd Saadi, fou de rage, va réagir. Il ne pouvait pas faire autrement, puisque notre vidéo a été vue, donc je le répète, 50 000 fois sur Facebook, celle d'Hicham Aboud plus de 40 000 fois sur YouTube, etc. Et maintenant, ça a dû augmenter. Et vous savez que les vidéos, elles sont piquées, elles sont recopiées à droite à gauche. Donc, il était obligé de réagir. Ce qui nous dérange, c'est le fait que Saïd Saadi parle du patrimoine de ses enfants, hein, mais il oublie de citer sa première fille Noara, issue d'un premier mariage. Je m'excuse d'ailleurs auprès d'elle de devoir parler d'elle, elle qui doit vouloir rester tranquille, en paix. N'a-t-il pas dit, j'ouvre les guillemets, pour couper court à vos ragots, voici une fois de plus le patrimoine de mes enfants. Fin de citation. Un célèbre proverbe kabyle explique ça veut tout simplement dire que la fille de la première épouse n'est pas comme la fille de la seconde. Où est l'égalité dans tout ça? Pouvez-vous répondre à cette question, monsieur Saïd Saadi? C'est une grosse contradiction. D'ailleurs, le nom même de la SCI Ménisu reprend 2 lettres de chaque prénom de ses 3 enfants du second mariage, donc le ME de Mziane, le NI de Tanina et SU de Tafsout. La première a donc été totalement exclue. Du coup, on a juste envie de lui dire que lorsqu'il n'arrive pas à être juste avec sa propre descendance, qu'il évite de faire des leçons de morale et de justice aux Algériens. Merci. Nous pouvons aller encore plus loin en lui posant une question précise. On aimerait bien avoir une réponse précise, avec des preuves. Avant de la poser, nous allons faire un petit rappel historique qui va certainement nous intéresser, vous intéresser. Il s'agit de l'exhérédation des femmes kabyles depuis 1748. Une pierre salique avait été érigée au village de Djma' Sarij, où avait été tenu le conclave. Il s'agit depuis cette date fatidique, catastrophique, de l'exclusion de la femme kabyle de tout héritage, qu'il provienne de son père ou de son époux. Alors que l'islam octroie à la femme une demi-part par rapport à l'homme, que ce soit sur les biens fonciers ou sur l'usufruit, ce changement radical a déstabilisé la société kabyle et a eu des répercussions très graves sur la paupérisation de certaines femmes, notamment les divorcées, les veuves, etc. Dans les faits, il s'agit du retour au bercail de nombreux Kabyles après une longue période d'emprisonnement en Espagne. Sachant que ce pays ne cessait d'attaquer les côtes algériennes, les côtes maghrébines à l'époque, ces captifs étaient des corsaires travaillant avec la régence turque de l'époque qui avait négocié leur libération de nombreuses années après leur détention. On parle de 10-20 ans. Revenus chez eux, ils trouvèrent leurs épouses remariées avec d'autres enfants, ce qui est tout à fait normal, vous n'allez pas les attendre éternellement. Et les biens fonciers, les terres, tout ça divisé appartenant au nouveau mari. De grands troubles s'en suivirent, de grands troubles civils en Kabylie, ce qui a conduit ça allait partir en guerre tribale, ce qui a conduit les autorités de l'époque à légiférer afin que cela ne se reproduise plus. Après vérification, cette pratique d'un autre âge, totalement illicite religieusement parlant, est toujours d'actualité, aussi bien en Haute-Kabylie qu'en Basse-Kabylie. Elle est moralement inacceptable et ne doit plus perdurer. J'en profite ici pour informer toutes les femmes kabyles algériennes de ne pas accepter de se faire voler leur part d'héritage en attaquant, en estant en justice les récalcitrants, car la justice algérienne applique la loi religieuse musulmane et non la coutume. On est tout de même en 2020. Il est d'ailleurs extrêmement curieux de ne jamais entendre les démocrates non pratiquants de cette région d'Algérie s'exprimer au sujet de cette loi inique, injuste et scélérate. D'ailleurs, nous n'avons jamais entendu Saïd Saadi critiquer cette coutume inégalitaire qui n'a rien d'islamique d'ailleurs. Alors qu'il ne rate jamais une occasion pour critiquer l'islam. Curieux, non, hein? Écoutez, vous allez comprendre. J'imagine que vous devinez maintenant quelle est la question que l'on a envie de lui poser. Étant donné que Saïd Saadi a hérité de son père des biens fonciers à Aghrib et qu'il fait partie d'une fratrie de 4 garçons et de 3 filles, on aimerait bien savoir si ces 3 dernières ont eu leur part d'héritage. Nous aurons d'ailleurs d'autres questions à poser à la fin de cette vidéo, plein de questions à Saïd Saadi, et nous espérons des réponses. La réponse est très simple, il suffit de publier le document de la Freda. C'est un document notarial officiel qui devrait lever tout équivoque. C'est simple.
la fratrie dénombre en 4 frères et 3 sœurs, la loi musulmane répartit l'héritage en 11 parts. Bien sûr, le père a le droit, la possibilité de faire des dons à ses filles ou à ses enfants avant. C'est comme ça qu'on divise en Algérie. Ce n'est pas un souci. Mais clarifions les choses. Parce que nos sources nous confirment qu'il n'y a pas eu d'héritage pour les femmes. Plusieurs sources. Concernant Qasdi Mirbah, puisqu'il parle beaucoup de Qasdi Mirbah ces derniers temps, c'est bizarre. Croyant réaliser un scoop en évoquant les circonstances de l'assassinat de Qasdi Mirbah, Saïd Saadi se trompe lourdement, à moins qu'il ne l'ait fait exprès pour accréditer la thèse de ses sponsors. Les Algériens gardent de Qasdi Mirbah le souvenir d'un homme posé et réfléchi. Qasdi Mirbah, loin d'être un aventurier, était un légaliste, respectueux des lois. S'il s'est rendu en Suisse pour avoir des entretiens avec des militants du FIS, afin d'éviter le chaos et le bain de sang, il faut savoir que ces entretiens ont aussi eu lieu en Algérie, à la demande d'émissaires du FIS et avec l'acquiescement et l'adhésion du général Liamin Zarouel, alors ministre de la Défense nationale du Haut Comité d'État. D'ailleurs, les journalistes peuvent aller lui poser la question. Qasdi Mirbah était donc en mission officieuse et ses pourparlers étaient sur le point d'aboutir au moment où il a été assassiné. Il ne faisait pas ça pour revenir au pouvoir ou quoi que ce soit. Mais alors là, pas du tout, comme l'affirme Saïd Saadi. L'attentat a aussitôt été revendiqué par le GIA, comme par magie, qui a adressé un communiqué au journal Al-Watan, un grand journal éradicateur, à partir du bureau de poste parisien du 53 rue de Rennes. Par cet acte, le GIA venait d'annoncer sa naissance, c'était signé. On devine aisément que le message a été posté par un agent des services algérien en poste à l'ambassade d'Algérie à Paris. Le clan du pouvoir opposé à l'initiative de Zarouel n'est autre que celui des généraux dafistes du Hizb français décidé d'en découdre avec la ligne des réconciliateurs dont Mirbah était le concepteur et chef de file. D'ailleurs, il avait lancé le 12 juillet 1993 un appel au peuple algérien dans lequel il exhortait les Algériens à s'unir et à agir en vue de mettre fin à l'effusion de sang. Les services spéciaux n'étaient pas à ce moment-là en contact avec un quelconque groupe islamiste, mais craignant le retour de Mirbah aux affaires, ils planifiaient déjà leur forfait. Ils avaient pensé à créer un écran de fumée en procédant le jour même de l'assassinat à un changement de gouvernement. Alors écoutez celle-là. Ainsi, la nouvelle du choc d'Alger-Plage, puisqu'il a été assassiné à Alger-Plage devant le café de Chergui. En fait, la nouvelle de l'assassinat allait être atténuée par celle du changement à la tête du gouvernement. Sortant d'une réunion avec le général Khaled Nzar, qui dirigeait l'Algérie, Blaïd Abdeslam rapporte, je le cite, « Avant de nous séparer, nous eûmes un court échange au sujet du jour à retenir pour l'annonce du changement de gouvernement. Comme nous étions déjà en fin de semaine, j'avais indiqué que j'avais besoin simplement d'un délai pour réunir les membres du gouvernement. Finalement, nous avions convenu de fixer au dimanche suivant, 22 août, l'annonce de mon remplacement par Reda Malk. À peine revenu dans ma résidence, le général Khaled Nzar m'appelle au téléphone pour me dire d'avancer l'annonce du changement au samedi 21 août. Reda Malk, de son côté, m'appela au téléphone pour me proposer de le rencontrer en privé. Je lui avais répondu que nous devions nous retrouver le jour de la passation de pouvoir s'il y avait quelque chose de particulier à examiner et que donc nous n'avions rien à nous dire en privé. Je demandais à mon cabinet de faire réunir les membres du gouvernement pour le samedi 21 août dans la matinée. Fin de citation. Pour en finir, donc Qasdi Mirbah qui a été tué le 21, donc le samedi 21 et plus le 22, enfin on a décalé la passation de pouvoir. Pour en finir avec les accusations de Saïd Saadi concernant Qasdi Mirbah, qui était patron de la sécurité militaire à l'indépendance, enfin pas tout à fait, quelques années plus tard, faut-il lui rappeler que ce dernier a quitté la sécurité militaire en février 1979 alors que je n'avais pas encore 4 ans et qu'il fut remplacé par Nourdine Yazid Zarhouni. Or, Saïd Saadi a été incarcéré et condamné à 3 ans de prison le 17 décembre 1985. Du coup, avant de porter des accusations si graves, il faudrait quand même que Saïd Saadi vérifie au moins les dates, quoi. C'est la moindre des choses. C'est le président de l'époque, Chadli Benjdid, qui avait décidé de mettre sur la touche Qasdi Mirbah et de restructurer l'ASM pour l'affaiblir sur les conseils de son très avisé chef de cabinet. Je rappelle que l'ASM, elle était crainte, elle terrorisait tous les services de renseignement dans le monde. Sur les conseils de son très avisé chef de cabinet, le criminel L'Harbi Belkhair, le futur recruteur et employeur de Saïd Saadi. Concernant les événements d'avril 80, Saïd Saadi aime à se mettre en valeur en évoquant le printemps berbère et les événements qui s'en sont suivis. Il est bon de remettre les pendules à l'heure et d'informer les Algériens de ce qu'il s'est réellement passé, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Comme chacun le sait, une conférence de Mouloud Mamri sur la poésie kabyle ancienne ayant été interdite de façon abusive par le Wali, les étudiants de l'université ont aussitôt manifesté leur réprobation. De manière tout à fait logique, il faut être complètement cinglé. C'est dire, encore une fois, le pouvoir comme il est stupide. Bref.
interdire de la poésie. Enfin, faut quand même, vous vous rendez compte, un wali, un préfet, à quoi il sert, c'est troublant quand même. Hein. Rapidement, la ville de Tizi Ouzou vivra un véritable état de siège. Qasdi Merbah, alors secrétaire général à la Défense nationale, se trouvait à ce moment précis en Libye, en visite officielle. C'est pendant qu'il s'entretenait avec Muammar Kadhafi qu'il apprit la nouvelle, ce qui le poussa à rentrer d'urgence, précipitamment, à Alger. Répondant à une question de Omar Berbiche, journaliste de l'Ouatan, Merbah, dans une interview qui lui accorda le 20 avril 1993, à l'occasion du 13e anniversaire du printemps berbère, déclara, j'ouvre les guillemets, « J'ai le sentiment profond d'avoir fait à l'époque ce qu'il fallait faire. J'ai tout fait pour éviter que les choses ne dérapent et que le sang ne coule. » Fin de citation. Merbah révèle qu'au cours d'une réunion restreinte tenue le mardi 22 avril, soit 2 jours après le début des événements, et à laquelle il s'est joint quelques instants plus tard, la décision avait été prise d'envoyer sur les côtes de la région des bâtiments de la marine afin d'éviter des débarquements d'armes. Des instructions avaient été également données pour interdire le survol de la wilaya de Tizi Ouzou et des wilayas limitrophes. De même qu'il a été décidé de mobiliser des renforts en hélicoptère, des commandos et des petites unités blindées pour ramener le calme dans la région. Merbah indiqua aux membres du groupe restreint, qui pilotait les opérations, que la situation sur le terrain ne nécessitait pas un tel déploiement de force et que les choses allaient se normaliser avant la fin de la semaine. Comme l'avait prévu Merbah, la situation se normalisa dès la fin de la semaine. Pour Qasdi Merbah, ces événements ont également fait l'objet d'une exploitation de certaines parties du pouvoir. D'aucuns ont laissé croire que s'il avait refusé que l'on tirât sur la foule, c'est par simple esprit régionaliste, parce qu'il était lui-même kabyle, et Merbah s'en défend énergiquement, puisqu'il dit, j'ouvre les guillemets, « Si ces événements avaient eu lieu ailleurs, j'aurais eu le même comportement. D'autres ont fait courir la rumeur selon laquelle j'étais derrière les événements, car j'avais prévu qu'ils n'allaient pas durer longtemps. » Je ferme les guillemets. Cela lui a valu, à peine 2 mois plus tard, son éviction du bureau politique du FLN, ainsi que son départ de l'armée fin juin 1980. Ainsi était Qasdi Merbah. Voici la réalité de l'histoire. Concernant les biens fonciers de Saïd Saadi, derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. Le patrimoine d'Ouchaï, selon lui-même sur sa page Facebook, est le suivant. Villa à El Biar, maison familiale à Aghrib, maison familiale à Marseille, maison de sa fille à Paris, appartement à Issy-les-Moulineaux, 2, une maison de campagne au nom de sa fille. Il a déjà oublié le terrain agricole de 25 hectares à Aghrib, mais passons. Les prétextes de Saïd Saadi sont risibles. Il fallait vraiment oser celui du changement de domicile pour échapper à ses ennemis. Selon lui, ayant de nombreux adversaires, il était obligé d'acheter et donc de revendre souvent ses biens pour changer de lieu de résidence. Quand on est en fuite, on n'achète pas un bien, hein, on le loue sous un faux nom. Et il n'y a pas plus compliqué que de mettre en vente un bien, surtout avec la crise de l'immobilier qui dure depuis si longtemps en France. Il faut être sérieux. De plus, à chaque achat, il faut payer des frais de notaire, des taxes diverses, sans oublier les travaux de rénovation. Il faut également payer la taxe foncière ainsi que la taxe d'habitation chaque année. En d'autres termes, ce n'est pas le même capital qui tourne depuis la première acquisition à ce jour, comme l'affirme Saïd Saadi sur sa page Facebook. Il faut être sérieux. De plus, oser affirmer sur cette même page, en réponse aux accusations de M. Hicham Aboud, qu'il avait acheté le terrain de Poisson à El Biar grâce à la vente d'une parcelle en Kabylie, n'est rien d'autre qu'une insulte à l'intelligence de ses interlocuteurs. Effectivement, comment peut-on acheter un terrain dans le quartier le plus cossu d'Alger, avec un prix à l'époque allant entre 300 000 et 400 000 dinars, le mètre carré nu, alors que le prix en Kabylie ne dépassait pas les 2000 dinars le mètre carré. D'autant qu'à El Biar, plus précisément dans le quartier UP de Poisson, le quartier des ambassades, il n'y a plus de terrain à vendre, hein, il n'y en a plus depuis longtemps. Le seul moyen de s'en procurer est d'acheter une villa auprès d'un particulier, de la détruire, de la raser pour construire à sa guise. Il faut savoir que cette parcelle fait partie d'un lotissement créé après avoir amputé un large espace boisé constituant le poumon d'El Biar. D'ailleurs, on appelait y a un chemin qui traversait cet espace boisé, on l'appelait le chemin des voleurs. Je l'ai déjà raconté dans ma première vidéo. Cette opération n'est rien d'autre qu'une grave atteinte à l'environnement et à l'écologie. Elle n'a été rendue possible que par le feu vert donné par les décideurs mafieux. D'ailleurs, les bénéficiaires appartiennent tous à la nomenclatura et parmi eux des cadres du RCD, futurs membres du gouvernement. Hein. Les voisins de Saïd Saadi sont des généraux et des hauts fonctionnaires de l'État. Et il y avait bien sûr Luna aussi qui a pris un terrain, selon nos informations, ainsi que Khalida Messoudi, qui est en prison actuellement. Et selon nos informations, qui a revendu le terrain. Donc, habiter à côté des généraux et des hauts fonctionnaires corrompus, hein, pour un homme politique se disant appartenant à l'opposition,
C'est juste surréaliste. Le prix d'acquisition est ridicule en comparaison avec le prix du marché. D'ailleurs, la vente a été réalisée à prix déterminé et fixe, alors que dans ce genre d'opération, la loi exige que l'on ait recours à la vente dite au plus offrant à partir d'un prix de départ déterminé par un commissaire priseur. Autrement, il faut faire partie du sérail. Le prix d'intérêt en Kabylie ne suffirait même pas à payer le terrassement et le déboisement de la parcelle de 470 mètres carrés, dont on a publié il y a presque un an les documents, l'acte notarié et de régularisation de la mairie d'El Biar. Ajoutons à cela que la construction n'est pas conforme au permis de construire, puisqu'il a dû la légaliser plus tard par la mairie justement d'El Biar, comme le démontre le document qui s'affiche. On aimerait bien également savoir pourquoi il a été exonéré des taxes de publication, c'est une question que l'on pose, et d'enregistrement qui sont au total de 3,5% du prix de vente. Est-ce que franchement vous pensez qu'un citoyen lambda peut avoir autant d'avantages de la part du gouvernement? Est-ce démocratique et respectueux des lois, hein? Une chose est certaine, ce n'est pas exemplaire. De plus, en accumulant autant de biens fonciers, faut-il rappeler à nos lecteurs et auditeurs que Saïd Saadi doit également vivre avec ses revenus. Bon, c'est vrai qu'il a eu 2 mandats de 5 ans de député, avec un salaire de 400 000 dinars, un salaire confortable, certes, mais là, aujourd'hui, il est à la retraite, il touche 250 000 dinars, mais il doit s'acheter des véhicules, hein, au moins un véhicule, voire 2, ce qui coûte excessivement cher en Algérie. Il doit également se nourrir sa famille, se vêtir, se soigner, payer toutes ses factures. En Algérie, ça coûte très cher. En d'autres termes, avec quoi a-t-il construit cette gigantesque villa d'El Biar qui contient 10 toilettes, une piscine, etc. La question reste posée et il nous faut des réponses, vraiment. Mais les contradictions sont encore plus nombreuses. Comment peut-il oser affirmer que c'est son fils qui va l'aider à acheter des biens en contractant des crédits bancaires en France? L'année de la création de la SCI, la Société Civile Immobilière, son fils aîné était étudiant. Et on ne voit pas les banques lui prêter quoi que ce soit, surtout qu'en France, elles exigent un salaire 3 fois supérieur au traite mensuel. Et il n'y a pas d'Issa Darbrab en France. Concernant Farhat Mehani, là c'est hyper violent. L'accusation de tentative d'assassinat de Farhat Mehani dans son livre Noël en otage laisse pantois. Cet ancien compagnon de lutte et l'ami intime de Saïd Saadi a écrit dans son livre publié en 2015 et jamais attaqué en justice que son billet d'avion avait été retardé d'1 jour par un responsable du RCD émissaire de Saïd Saadi pour pouvoir discuter des conflits entre les deux hommes concernant le boycott scolaire de 1994 instauré à l'époque. Ce retard de 24 heures fera que Farhat Mehani se retrouve dans le A320 d'Air France, détourné à Alger la veille de Noël 1994. Les propos sont très graves, hein, et ils le sont d'autant plus qu'ils n'ont pas été attaqués en justice, je le répète. Voici ce que dira M. Farhat Mehani à la page 152 de son livre. J'ouvre les guillemets. Je me remets à réfléchir à l'avion que je devais prendre le 23 décembre au lieu du 24. Ce changement de date orchestré pour que je monte dans l'avion piégé était-il une tentative d'assassinat? Mieux vaut ne pas pousser plus loin le raisonnement. Cela donne vraiment froid dans le dos. Malheureusement, le doute va devenir certitude. Fin de citation. Nous espérons sincèrement que Saïd Saadi répondra à cette grave accusation, d'autant que de très nombreuses personnes continuent à l'accuser d'être impliqué, lui et son parti, le RCD, dans l'assassinat du chanteur Marto Blounes. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, mais le très célèbre livre sur la question algérienne de Jean-Baptiste Rivoire et Lounis Agoun, ainsi que le reportage sur Canal+, d'une équipe d'investigation qui a enquêté sur place. Pour info, le dernier livre de Vincent Nouzil, Les tueurs de la République, parle de quelques attentats en Algérie, dont celui de l'A320, la page 246 de sa dernière édition augmentée, et explique comment l'ambassadeur de France a annulé son voyage à la dernière minute. Comment est-ce possible? Comment tous ces hasards? Il y a quelqu'un qui devait monter, qui n'y est pas allé, qui avait averti Farhat Mehani plus tard, etc. Il y a même quelqu'un qui a reçu un coup de fil en lui expliquant d'aller ramasser les morceaux de Farhat Mehani sur le tarmac, la veille de l'attentat, etc. Monsieur Nouzil parle de l'attentat ayant tué l'imam Sahraoui à Paris et des interrogations de Jacques Chirac qu'il écrira dans la page 79 de ses mémoires, Le temps présidentiel. Je le cite. Les groupes armés sont souvent infiltrés et manipulés par cette même sécurité militaire afin de discréditer les islamistes aux yeux de la population et de la communauté internationale. Fin de citation. Le général Philippe Rondeau, abondamment cité aussi dans le livre de M. Nouzil, était d'ailleurs très clair dans ses notes concernant l'affaire des moines de Tibhirin. Mais bon, pour Saïd Saadi, Chirac et Rondeau sont à tous les coups des islamistes pratiquant la taqiyya. Hein? Bien sûr. Concernant sa dernière vidéo de réponse au mouvement Rachad, Saïd Saadi vient de publier donc une vidéo
sur sa page Facebook dans laquelle il continue à mentir et à diffamer. Nous vous invitons à aller la voir afin de vous en rendre compte par vous-même. Concernant le plus important, il affirme que c'est le général Toufir qui décidait du nombre de députés du RCD à l'Assemblée en la limitant à 19. C'est donc le criminel Rabet Zahir qui décidait, qui dirigeait le RCD. Sauf qu'il a fallu attendre le 13 octobre 2020 pour que l'ex-président de cette coquille vide l'avoue ouvertement au public. Pourtant, un grand membre fondateur du RCD l'avait bien expliqué clairement Mokranaït Al-Arbi dans une interview et ils avaient dit que c'était que des mensonges et de la jalousie. Maintenant, il l'avoue en octobre 2020. Ceci nous donne bien entendu raison sur toute la ligne, toute. Ensuite, Saïd Saadi va commettre une double erreur monumentale qui va l'enfoncer encore plus. S'il était encore possible de le faire d'ailleurs, je sais pas, il creuse. Il va affirmer que M. Mourad Hina a rencontré secrètement Qasdi Mirbah en Suisse au cours du premier semestre de l'année 93. Du coup, on aimerait bien savoir comment peut-il être au courant d'une rencontre secrète s'il n'est pas en lien direct avec le DRS, puisqu'il n'est pas du tout en contact avec Rachad. Par ailleurs, et là est le plus grave, il s'est avéré après vérification que Mourad Hina n'a jamais rencontré ni croisé Qasdi Mirbah en Suisse ni ailleurs. Il vient de le confirmer dans sa dernière vidéo de réponse à Saïd Saadi. Il n'est pas difficile de comprendre qu'à l'époque, Mourad Hina était jeune et n'avait pas encore de grandes responsabilités face au leader historique du fils. Ce n'est qu'un énième mensonge proféré par le mythomane Saïd Saadi, pourtant facilement vérifiable. Voyez la différence entre lui qui balance des sottises et nous qui avons des preuves de témoins directs des rencontres. Voilà. Du reste, Qasdi Mirbah avait déjà rencontré sur sa demande Abbasi Madani avant son arrestation, de même qu'il avait rencontré Hossein Aït Ahmed en Algérie et en Suisse, toujours dans le cadre de la recherche d'une solution. Pire, Saïd Saadi va avouer enfin que c'est bien le DRS qui a tué Qasdi Mirbah, son frère, son fils, son chauffeur et son garde du corps, cette funeste journée d'août 93, alors qu'il y a 28 ans, il affirmait que c'était le GIA. C'est énorme comme scoop de la part de l'éradicateur janviériste Saïd Saadi. C'est d'ailleurs à notre avis pour ça qu'il a retiré sa vidéo quelques minutes après publication, prétextant un piratage. En réalité, il a dû recevoir un coup de fil incendiaire du DRS, mais comme la vidéo avait déjà été récupérée sur d'autres sites web et pages Facebook comme Chouf Chouf, bon, il l'a repostée, c'était trop tard. Saïd Saadi a passé les 30 dernières années à interdire à tout Algérien de poser la question qui tue qui. C'est dans de tous les stratagèmes possibles de diabolisation, d'injures en Algérie, en France avec le réseau BHL, etc., pour finir en octobre 2020 par l'avouer de sa propre bouche. N'est-ce pas merveilleux? Une chose est certaine, la différence fondamentale entre Qasdi Mirbah et Saïd Saadi réside dans le fait que le premier avait juré que Bouteflika ne serait jamais président de l'Algérie tant qu'il serait en vie, tandis que le second affirmait à qui voulait l'entendre qu'Abdelaziz Bouteflika était son ami et qu'il a même fait participer des membres de son parti à des responsabilités ministérielles dans son premier gouvernement et que lui-même rêvait, selon M. Rabah Bousta, d'être son ministre des Affaires étrangères. Chacun ses priorités, chacun ses fréquentations. Alors que Qasdi Mirbah s'était forcé à réconcilier les Algériens dès le début de la crise politique, il s'acharnait à jeter de l'eau sur le feu de la fitna naissante, tandis que Saïd Saadi jetait de l'huile sur ce même feu, préférant prendre le parti des généraux du Hizb français, des dafistes, en soutenant le coup d'État de janvier 92. À chaque massacre, à chaque attentat, il reprenait les thèses gouvernementales. Même à la mort de Ma'toub Lounès, il s'est opposé à la commission d'enquête internationale, prétextant que la justice algérienne était très bien. Voilà, enfin, il faut l'oser, celle-là, il faut oser la faire sur un plateau télé, hein, il avait dit devant tout le monde. Tout ça pour finir avec la réconciliation imposée par son ami Bouteflika, assurant l'impunité à tous les criminels. On a perdu 20 ans, 250 000 âmes, 20 000 disparus, sans oublier les tortures et les fous, les milliards de dollars de destruction de matériel, d'infrastructures, la destruction de l'image de l'Algérie à l'international. Un désastre. Il s'est même opposé à Santé Didio. Il s'est opposé à toutes les tentatives de résolution pacifique du conflit. D'ailleurs, je vais vous poser une question simple. Avez-vous déjà entendu Saïd Saadi critiquer le système de la France-Algérie? Pourtant, on sait que c'est un réseau criminel solide, appuyé sur certaines loges maçonniques, comme celle de la Lyre de Salomon, à laquelle appartiennent quasiment toutes les plus grandes personnalités des membres des services de renseignement, de la diplomatie, ainsi qu'Alexandre Djouri. Ce dernier, ami des Bouteflika, Ali Haddad et ses 18 milliards de dollars de crédit bancaire, Ali Haddad quand même, avait été introduit en Algérie par le général criminel L'Arbi Belkhir.
Est-il utile de rappeler que tous sont actuellement en prison, hein, voilà, même Alexandre Djouri. Conclusion. Saïd Saadi, c'est l'exemple type du gars qui yakul ma'addib ou yibki ma'arra'i. Il mange avec le loup et il pleure avec le berger. Comment est-il possible de commencer sa carrière d'opposant politique en prison, dans un pays dirigé par une junte militaire totalement corrompue et sanguinaire, et finir multimilliardaire? Qui peut croire à de telles sornettes? Sans oublier que le RCD a fait partie du gouvernement Bouteflika et que Saïd Saadi avait déclaré qu'il était son ami. Comment peut-on avoir le culot de se présenter comme un parangon de vertu et un opposant radical au système, tout en habitant au Club des Pins, résidence luxueuse au bord de mer hébergeant toute la caste corrompue algérienne? Et on a vu les derniers scandales du Club des Pins avec Madame Maya, avec Melzi, avec Rali Balqsir et son épouse qui sont en fuite en France, Melzi en prison je crois qu'il est toujours en prison, Madame Maya qui vient d'être jugée, ils ont trouvé dans son bungalow je ne sais plus combien de milliards de kilos d'or, de centaines de milliers d'euros, de dollars. Voilà Saïd Saadi où il habitait. La situation de Saïd Saadi s'est aggravée au milieu des années 2000, lorsqu'il a décidé de s'installer en France en acquérant des biens fonciers via la société civile immobilière Ménisu. Du coup, tout en acceptant de jouer le rôle de lièvre lors de l'élection présidentielle de 2004, il s'est métamorphosé en touriste politique en préparant parallèlement son installation en France. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas culotté? L'affaire Saïd Saadi est loin d'être close. Nous avons d'autres dossiers sous le coude, comme celui, à titre d'exemple, du centre d'enfouissement technique de Bouhlelou. Encore une autre forêt d'ailleurs. Nous apprenons dans un article de Jamal Tamassit que Saïd Saadi et son fils se sont fait attribuer un terrain agricole de 25 hectares afin de réaliser une décharge publique. On aimerait saisir cette occasion pour lui poser quelques questions. A-t-il utilisé des militants du RCD pour faire aboutir son projet, malgré l'opposition des habitants? Nous avons également appris qu'une autre affaire extrêmement grave concerne les liens entretenus par le RCD de Saïd Saadi avec une femme d'affaires d'origine algérienne spécialisée dans l'importation de matériel médical. Une affaire glauquissime, bref, affaire à suivre. Il est important également de revenir sur la manie assez curieuse de Saïd Saadi de se faire systématiquement appeler docteur, alors qu'il n'a pas pratiqué depuis une trentaine d'années, voire plus. Et il faut le dire, il est le seul à le faire, car on peut citer un grand nombre de médecins, de pharmaciens, dans différents gouvernements français par exemple, qui n'utilisent jamais ce titre. Il est le seul au monde à faire ça, je crois. Nous savons, Saïd Saadi plus familier des actes notariés que des dossiers médicaux, depuis fort longtemps maintenant. Mais, puisqu'il insiste à se parer de ce titre, il est utile de rappeler et de faire remarquer aussi, encore un autre silence de Saïd Saadi, son silence assourdissant concernant le désastre sanitaire algérien à cause d'une gestion politique dramatique. Alors que l'Algérie ne comptabilise pas plus de 2000 morts, son économie a été détruite pour une maladie infiniment moins grave que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, qui font des ravages en Algérie. Saïd Saadi ne peut pas le faire, car il ne peut pas aller à l'encontre de la doxa médiatique parisienne. Sa seule mission est d'exceller dans le psittacisme pour lequel il a été formé. Hein, les écoles sont encore fermées en Algérie, les mosquées, mais ça doit l'arranger. La prière du vendredi est interdite, mais ça, il doit adorer. Bref, Saïd Saadi a passé sa vie à se tromper. Il s'est trompé de parti politique allant du FFS au RCD, pour finir dans les bras du FLN de Boutef. Il s'est trompé de société selon ses propres dires. Il s'est trompé d'adresse en habitant au Club des Pins, puis à Poisson. Il s'est trompé de qui tué en Algérie pendant la décennie noire. Il s'est trompé de personne, passant sa vie à parler d'Abban Rabdan en agissant comme Khaled Nazar. Bref, perseverare diabolicum. Diable veut dire en fait celui qui divise ou qui désunit. N'est-ce pas la mission que s'est donnée Saïd Saadi ces 30 dernières années? Pour finir, encore une fois, Saïd Saadi, ce bel ami sans foi ni loi, n'est que l'illustration parfaite de ce que produit la junte militaire qui a absolument tout corrompu en Algérie. Étudier son cas nous permettra de ne plus jamais tomber dans le piège de la subversion et de la tromperie. C'est véritablement un cas d'école qui cumule toutes les tares du système. C'est également une occasion d'étudier le fonctionnement des partis politiques et de se rendre compte à quel point leur existence est corruptrice, génératrice de haine et coûteuse pour les peuples. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui une autre technique de manipulation créée par le système et de Shafiq Mesbah, le nouveau DRS algérien, de Tebboune et de Chengareha. Et vous le voyez, hein, on nous a sorti encore des nouveaux partis bidons, en installant des nouvelles personnalités comme Djil Jadid, Sofiane Djilali, Islam Ben Atiyah, etc. On va leur donner les moyens, on va faire croire qu'il y a en Algérie une opposition, etc. Rendez-vous maintenant au tribunal, devant lequel Saïd Saadi devra répondre à toutes ces questions, que j'imagine
que vous trouvez pertinentes. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager ce travail si vous l'avez trouvé pertinent. قلنا يتنحاو كاع. Les islamistes, 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 les islamistes, 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 islamisme, les islamistes.